Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver et je suis très content d'être en la compagnie de Jessie Daubert. Ouais. C'est bien ça, je prononce bien. Salut Jessie. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et de t'être déplacée jusqu'à Saint-Denis. Alors, Jessie, t'es avant tout illustrateur et graphic designer. Ouais. T'es la moitié du collectif, de Fortifem. Ouais. Je sais pas, c'est un collectif du duo Fortifem que tu composes avec Adrien, qui, je suis sûr, ne tardera pas à te rejoindre parmi les prestigieux invités d'Aléatoire. Donc, vous composez Fortifem depuis 2012. Et du coup, je me demandais comment t'es arrivé à l'illustration et au design, au graphisme avant Fortifem. Avant Fortifem, j'étais graphiste indépendant. J'étais basée sur Nantes. Avant ça, oui, voilà, j'avais fait des études. J'ai été aux Beaux-Arts de Caen. J'ai fait après une formation plus graphique. Et du coup, c'était vraiment, je m'orientais vraiment vers le graphisme. J'adorais l'illustration depuis un bout de temps. C'était vraiment mis en avant aussi quand j'étais aux Beaux-Arts. Il y avait pas mal de cours d'illustration. Je me disais ouais, c'est cool, mais en fait, je voyais pas trop comment j'allais pouvoir en faire une carrière, quoi. Donc graphisme. Et puis je suis arrivée à Paris 1 an à peu près avant qu'on commence. Enfin, même pas à peu près en fait. 1 an tout pile, je crois c'est le hasard, mais Fortifem s'est lancé vraiment 1 an après que j'arrive à Paris, quoi. Enfin 1 an après notre rencontre avec Adrien. Et puis lui, il était dans la pub, il était directeur artistique dans des agences à Paris, plutôt graphisme mais web. Et puis, en fait, au bout d'un moment, enfin, très vite, lui, il faisait déjà l'illustration un peu à côté. Il a fait quelques affiches pour des concerts et tout, mais vraiment en passe-temps. Et moi aussi, je faisais un peu d'illustration, mais vraiment pour me faire plaisir. Et on s'est dit, en fait, c'est vrai qu'on aime bien ça tous les deux. Et on a un ami sérigraphe d'Adrien qui nous a pris un petit peu au dépourvu. Il a fait, ok, je vois que oui, vous faites un peu d'illustration comme ça. Je vois passer des trucs, allez-y, faites une expo. Ok. On fait ok, je crois qu'on va faire ça. Donc on a commencé à créer des choses à 4 mains pour l'expo qui était à Reims. Ok, ça a commencé par une exposition commune. Ouais, voilà. Donc à Reims, Olivier Tête de Mort, qui était un très bon ami d'Adrien, enfin un bon ami. Et puis en fait ça nous a mis le pied à l'étrier, des gens ont commencé à voir ça. Adrien avait pas mal d'amis aussi dans la musique, ils ont fait c'est marrant vous fassiez ça, on va vous commander ça a commencé par une pochette pour Coward sur Throatwinner. Et puis voilà, c'était lancé en fait assez rapidement, je vais dire 1 an à peu près après qu'on fasse ça juste le soir pendant que la journée on faisait nos métiers de graphistes respectifs. Adrien s'est dit on va tenter, je vais lâcher mon taf parce qu'on commence à avoir quand même beaucoup de demandes. Oui, et puis des soirées qui s'éternisaient un petit peu. Donc on s'est dit il faut faire un choix, mais ça nous fait quand même bien kiffer, quoi. Donc on le tente, on verra, on peut toujours reprendre autre chose après. Puis en fait ça va faire 11 ans, donc voilà. Oui. Parce que du coup vous êtes beaucoup influencé par les mondes de la gravure, du tatouage et, il faut bien le dire, du métal. On va en parler. C'est vrai que j'ai noté quelques noms de clients parce que tous les noter, j'avais pas le temps en fait. Pareil pour les noms de groupes, tous les noter, j'avais pas le temps. Donc je sais pas si tu veux commencer par parler des clients ou par parler des groupes.
Tu veux dire les clients qui sont pas dans la musique dire, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, comme on est rentré vraiment dans la musique, oui, c'est vrai que autant parler des groupes. Parce que du coup, alors, dans les groupes qui peuvent, on va dire, parler aux gens qui ne sont pas de la sphère métal, vous avez quand même bossé pour Rammstein, pour Slipknot, et sinon, à part ça, pour Emperor, pour Trivium, pour Regarde les hommes tombés, pour Alceste, pour Carpenter Brut, donc beaucoup de scènes françaises, beaucoup de métal extrême. Du coup, enfin, vous veniez du métal en fait avant de... Ça, c'était vos univers même avant de commencer à bosser pour ces groupes. Bah, surtout Adrien. Ouais. Adrien très black metal. Moi, c'est vrai que j'écoutais du métal, mais un peu plus... J'étais resté, on va dire, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, des choses... Rammstein aussi beaucoup, mais j'étais moins ancrée dans cet univers-là. Et en fait... par contre, c'est surtout le côté visuel qui m'a intéressée dans ces univers-là. Par contre, là, je m'y retrouvais. Effectivement, comme tu disais, gravure, beaucoup. Je suis très dans les univers un peu sombres, noir et blanc et tout. Donc, tout l'esthétisme me parlait. C'est comme ça que je suis rentrée dans la musique. Grâce à Adrien aussi, quoi. Mais voilà, du coup, tout ce qui était visuel pour cet univers-là, oui, ça me parlait et ça me paraissait évident que c'était un bon support que de créer pour ce genre de musique, quoi. Ok, très bien. Et alors du coup, donc le premier groupe pour lequel vous bossez, c'est Coward. Ouais. Ok, ça marche. Et le dernier pour lequel vous avez bossé, c'est qui ? En date, alors celui qui est vraiment dernièrement sorti, ça fait un petit moment qu'on n'a pas, parce que forcément les groupes ont eu un peu moins de possibilités de sortir des choses ou quoi, donc on a dû réviser 3-4 fois des affiches pour Igor parce que ces tournées étaient reportées 20 000 fois. Là, on est en train de faire à l'heure où je te parle. Adrien est sur un sketch pour un nouveau t-shirt pour Emperor, donc voilà. D'accord. Et alors du coup, comment vous bossez ensemble sur un même projet ? Enfin, comment vous divisez le travail ? Comment vous faites rencontrer vos univers ? Ça a été toujours assez organique. On a tous les deux quand même une façon assez distincte de dessiner. Et puis aussi au niveau des sensibilités, des idées, voilà, on peut avoir des choses différentes. Donc généralement, on se répartit vraiment les étapes, aussi un peu suivant le planning. Bien sûr. Mais dès qu'on va avoir une demande, on sait laquelle de nos deux sensibilités va plus aussi se coller au projet. Donc à partir de là, la personne qui imagine un peu plus l'univers va amorcer le sketch. Il va y avoir des échanges entre nous évidemment, mais il y a une personne qui va le prendre plus en charge. Et après, au niveau de l'illustration, ça peut aussi être l'un ou l'autre. Ou les deux des fois. Ce qui est, oui, ça arrive encore fréquemment, mais. Mais c'est vrai que, en fait, si on se pose même pas la question. D'accord. On se dit juste, ça c'est pour toi, ou c'est pour toi, mais il y a pas, on va pas faire de Shifumi pour savoir qui prend le projet, quoi. Ok, d'accord. Mais donc il y a des projets qui sont signés Fortifem où il y a qu'une seule main, enfin où il y a deux mains. Oui. Et ça a toujours été une volonté. On a toujours voulu signer sous le même nom. Ok, d'accord. Ce qui crée des quiproquos incroyables pour les autographes. C'est terrible. Non, mais signer tous les deux, on va écrire la même chose, en fait. Ouais. Donc, je vois. Voilà. Mais alors, du coup, la majorité, c'est des trucs où vous bossez, enfin, où il y a vos 4 mains, ou des trucs où c'est juste 2 mains Non, il y a quand même, il y a forcément, on fait pas chacun de notre côté. Non. C'est crucial d'avoir des échanges, d'avoir des interventions. Mais c'est vrai que avant, c'était un peu plus simple quand on avait un petit peu moins de demandes. Là, c'est vrai que des fois, on se retrouve à devoir enchaîner pas mal. Et du coup, c'est plus facile de prendre en charge aussi parce que
Bon, après, pas forcément pour les groupes. Là, c'est quand même un peu plus souple. Mais quand on a des projets avec des agences ou des boîtes d'édition et tout, il y a tellement de choses à prendre en compte qu'en fait, si on était tous les deux à avoir tous les briefs dans la tête et à avoir tout, toutes les choses auxquelles penser, ce serait un peu trop, quoi. On s'en mêlerait un petit peu, quoi. Ok. Très bien. Et donc oui, effectivement, les groupes sont aussi des clients, mais ce que j'avais rangé dans clients, c'était, on va dire, les choses non musicales. Oui. Donc j'avais notamment retenu Ubisoft, HBO, ensuite un peu d'alcool et de spiritueux avec Baron Rothschild, Jaeger et une marque de bière que j'ai Affligem. C'est ça, du média avec Le Monde, ou aussi du textile avec Volcom et Dr Martens. Et alors, comment vous en êtes venu aussi à bosser pour ce genre de structure? C'est grâce... Alors, tu viens de m'apprendre que Adrien, à la base, était dans la pub. C'est via les contacts qu'il avait, ou c'est plutôt via le travail que vous avez fait pour des groupes qui a été remarqué, et ensuite, eux-mêmes sont venus vous démarcher? Au départ, forcément, effectivement, il y avait ces contacts qui jouaient, parce que c'est marrant, tu te mets à l'illustration, bah écoute, on a pensé à toi, voilà, les gens voyaient ce qu'ils faisaient, donc c'était facile de le contacter. Mais après, ça a été en fait pas mal de liens avec la musique aussi. Une des premières marques avec laquelle on a travaillé assez tôt, qui n'existe plus maintenant, mais c'est April 77, qui était une marque de vêtements. Qui était une marque de jeans, notamment. Ouais, ils étaient bien, ils faisaient des jeans vegan avant l'heure. La marque était vegan. En fait. Ils avaient une petite poche à Mediator. Oui, voilà. J'en ai acheté quelques-uns. Et après, ils ont lancé d'autres marques après, donc ça. Mais du coup, le créateur de cette marque était très branché métal, donc voilà, il est tombé sur des choses qu'on faisait. Et il s'est dit, oui, ça peut correspondre avec la marque. Du coup, après. C'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvé à travailler pour Doc Martens. Ils ont aussi des liens avec le Hellfest. Donc le métal, ça collait. Et puis après, il y a aussi, on a eu la chance d'avoir aussi un agent d'illustrateur parisien, agent 002, assez tôt, qui fait que on faisait moins peur aux clients. On mettait notre portfolio avec les trucs les plus colorés, et du coup c'est comme ça qu'on a bossé notamment pour Le Monde, et puis dans l'édition, et puis même Affligem c'est venu par là, quoi. C'était une porte un peu plus familière, forcément, quoi. Très bien. Et alors la dernière chose que j'avais notée, parce que justement ça fait un peu le lien entre clients non musicaux et la musique, qui était Major Arcana, que vous avez fait en collaboration avec Red Bull. C'est ça, donc c'était une soirée au Trianon. Oui. Et alors je me souviens, vous étiez à la programmation, c'est ça? Enfin, vous étiez programmateur de la soirée. Oui. Ils nous ont donné un peu carte blanche. Il y avait un principe de base qui était alors déjà parce qu'ils avaient organisé dans le cadre du Red Bull Music Festival, ils n'avaient pas vraiment organisé de soirée métal, parce que c'était un milieu qu'ils connaissaient pas trop, donc ils voulaient solliciter des gens qui avaient bossé pour quelques groupes, et du coup le principe c'était qu'il y ait 2 groupes, enfin à la base ils voulaient même 3 groupes sur scène en même temps, qui fassent des choses dédiées pour la soirée au maximum, et donc on a on connaissait quelques groupes qu'on pouvait contacter pour préparer le line-up, quoi. Donc on s'est vraiment occupé de démarcher chaque groupe pour leur expliquer le projet, trouver les bonnes combinaisons, et après, on s'est occupé aussi de l'environnement graphique. Que derrière chaque groupe, il y avait aussi des illustrations qu'on a fait animer par un studio 3D. Et puis après, toute la com visuelle et tout, quoi. Mais c'est vrai que ils nous ont vraiment laissé énormément de liberté, tellement de liberté que en fait les groupes
c'est super dur pour chaque groupe de trouver un moment pour répéter deux groupes. Plus, oui, le planning, le lieu, quoi faire, etc. Que, en fait, personne, ni Red Bull, ni nous, on avait vraiment pu écouter ce qu'ils allaient faire avant qu'ils montent sur scène, quoi. Et ça n'avait pas l'air de gêner Red Bull, donc cool, quoi. Ah ouais, plutôt... Puis en plus de ça, il y a quand même une collaboration qui revient maintenant assez régulièrement suite à cet événement, qui est la collaboration entre Regarde les hommes tombés et Hangman's Chair. Alors du coup, j'imagine que c'est assez cool de se dire que tu es à l'origine de cette collaboration et de ce truc qui est aussi bien au Hellfest qu'au Roadburn. Oui, c'est incroyable. Alors après, on savait qu'il s'était mis, je crois, à répéter, je dirais 1 ou 2 semaines ensemble, intensément. Donc on savait qu'ils allaient préparer, surtout sachant l'exigence de chacun des deux groupes. On savait que. Ça, mais la façon dont ça a marché, la façon dont leur univers ont fusionné, c'était incroyable et on avait vraiment les étoiles dans les yeux quand on voyait ça et oui, ça fait plaisir de savoir que oui, il y a beaucoup de gens qui ont été réceptifs à ça et que ils peuvent. Bon, j'espère qu'un jour ils le sortiront. En vinyle ou autre support. Ou en album live. Oui, voilà, ouais. Oui, je sais pas s'ils ont d'autres... s'ils ont prévu de le jouer ailleurs. Bon, maintenant, ça fait quand même un petit moment, donc ils sont peut-être passés à autre chose, mais... il me semble qu'ils l'ont rejoué cet été au Hellfest. C'était au Hellfest cet été. Je sais pas s'ils en ont fait une capta live. Mais bon, j'espère. On peut espérer. J'ai encore jamais eu la chance d'y assister, donc j'aimerais bien qu'il... Il y avait le live d'Arte qui était resté assez longtemps cette soirée. C'est vrai. Mais bon, voilà. Maintenant, il faut attendre qu'il le refasse. Tu sais si Red Bull a prévu d'autres choses dans le milieu du métal? Parce que moi, je suis beaucoup ce qu'ils font dans le milieu rap. J'ai notamment reçu, tu as peut-être vu Yerim Sar, qui est un des auteurs de rap-jeu. Mais c'est vrai que c'est un moment qu'on les a pas vus dans le métal. Red Bull, tu sais s'ils ont prévu d'autres trucs? Et je crois qu'il n'y a pas eu d'édition du Red Bull Music Festival depuis celle-ci. Oui, c'est vrai, parce que c'était en 2019, c'est ça, Major Arcana, donc forcément, donc, ça explique. Ouais. Et puis là, j'imagine qu'ils auraient pu cette année. Normalement, c'est en octobre, je crois. Et, donc, je sais pas si ça va continuer, quoi. Très bien. Écoute, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur ta présentation? Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour, donc on peut passer aux questions de la boîte. Alors, quand tu étais enfant, quelle chose pensais-tu être géniale dans le fait d'être adulte et en fait non? Waouh. Je dirais que je trouvais la segmentation des journées avec l'école. En plus, j'habitais souvent assez loin de l'école, donc j'avais beaucoup de transport avant. Et puis avoir tout son planning, des horaires, machin, assez contraignant. Et en fait, être freelance, il n'y a personne pour te segmenter ton planning, aussi bien en flemmardise que trop pousser les heures le soir aussi, quoi. Et j'ai super du mal à organiser mon planning et à prendre du temps pour moi ou à commencer à des heures régulières et tout. Donc bon, c'est pas non plus ça va, hein, c'est bien de choisir son planning, hein, mais c'est vrai que c'est un peu tricky des fois. Ouais, en vrai, il y a un peu un côté traître dans le fait de disposer de son temps comme on le veut et de pas avoir l'école et les parents qui nous imposent. Oui. Je suis toujours j'aime bien procrastiner et j'aime bien travailler dans l'urgence. Bon, après, je faisais déjà enfant, les devoirs le soir à 2h du mat parce que j'avais pas fait pour le lendemain, ça arrivait. Mais oui, du coup, des fois, je me dis, bon, si j'avais eu un planning un petit peu plus organisé, peut-être que je serais pas à me faire une charrette d'une semaine, voilà. Mais alors, j'ai l'impression, tu es dans toutes les personnes que j'ai pu recevoir dans Aléatoire, c'est quand même très commun aux personnes créatives, en fait. Toi qui, du coup, dois connaître pas mal de monde, aussi bien d'autres illustrateurs que des photographes, des réalisateurs, des musiciens, t'en connais beaucoup qui arrivent vraiment à s'organiser, à travailler en amont et à pas se faire de charrette? Non, pas trop, effectivement. En vrai.
C'est sûr, mais cela brille par leur organisation. Mais oui, c'est vrai que je crois que c'est un problème inhérent au métier créatif. C'est ça. Hein. Oui. Alors, quel est le pire défaut à tes yeux et au contraire celui que tu pardonnes le plus facilement? Je crois que pour moi, le pire défaut, c'est le mensonge. Ouais, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Okay. Je saurais pas trop l'expliquer. Probablement parce que je mens très peu, j'imagine. Et celui qui me dérange pas. Alors, avant de passer à celui qui ne dérange pas, quand on dit le mensonge, c'est quand les gens te racontent des choses vraiment fausses ou quand ils te disent pas certaines choses. Oui, alors il y en a qui. Pour moi, pas dire oui, et éviter de dire quelque chose. Pour moi, c'est aussi une forme de mensonge. Mais bon, après, oui, non, les mythomanes, c'est encore autre chose, quoi. Mais oui, non, je pense que c'est les deux, quoi. Okay, vraiment, je sais pas, je me dis que c'est tellement simple, en fait, de dire ce qu'on pense. Enfin, je pense que ça rejoint aussi un peu l'hypocrisie sur certains points, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que juste, être sincère, c'est bien, quoi, en fait. Et alors, du coup, celui que tu pardonnes le plus facilement? Je sais pas si c'est un défaut, les tourderies ou les gens qui zappent des trucs, voilà, ou les gens qui sont en retard, je m'en fiche en fait. Okay. À part si, je sais pas, c'est un chirurgien sur la table d'opération, c'est peut-être un peu dommage, quoi. Oui, mais, effectivement. Mais oui, voilà. Les gens qui ont d'autres choses à penser ou qui ont des raisons d'être en retard ou quoi, en fait. Ça va pas m'énerver jamais, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis pas très ponctuelle. Oui. Aussi. Mais c'est la question que je voulais te poser, vu que tu avais dit le mensonge, peut-être parce que je mens pas du tout. Alors, du coup, les tourderies, est-ce que c'est parce que tu es très étourdi toi-même peut-être, ouais. Mais bon, voilà, enfin, c'est sûr que on essaye, la façon dont on se présente, c'est vrai qu'on a tendance à espérer que les autres fassent à peu près bien sûr. pareil, donc c'est pour ça que je me dis si je mens pas, voilà. Et par contre, on se trouve facilement des excuses quand on a des défauts. Évidemment. Et ça t'est déjà arrivé de zapper complètement un projet? Ça a dû m'arriver, ouais. Oui. Et de s'en apercevoir des mois après que le mail, en fait, il avait été ouvert peut-être à 22h dans un bar. Et tu fais le tri un peu, ou alors d'un coup, tu te réveilles en sursaut, tu te dis, mince, mais j'ai rêvé ou il n'y avait pas un tel qui nous avait contacté. Et du coup, après, tu te demandes si c'est pas le mieux de faire comme si tu l'avais pas vu, ou de revenir 4 mois après en faisant pardon. Donc, après, est-ce que faire comme si tu l'avais pas vu, c'est pas une forme de mensonge aussi? Oui, c'est vrai. Si l'honnêteté c'est bien, Oui. C'est pour ça que ça me hante après. Alors, y a-t-il une chose que les gens trouvent étrange à propos de toi? Étrange, je sais pas. Ça dépend des gens. Oui, c'est ça, ouais. Je crois que j'ai la chance de m'entourer de gens qui me trouvent pas étrange, globalement. Mais après, oui, je suis tatouée ou voilà, j'ai un style un peu qui sort de l'ordinaire, un peu plus quand j'étais jeune, mais bon, voilà, ça m'a valu quelques colibés à l'école ou des regards dans la rue, mais après, étrange plus profondément que l'apparence, je crois pas, non. Okay. Ouais. Non. Oui, non, je réfléchis. Non. Ouais. Du coup, t'étais full goth à l'école? Ouais, j'étais assez tôt, au collège, j'étais petit village, bien goth, punk, cheveux colorés,
Et du coup, ouais, ça dénotait un petit peu, quoi. T'as eu beaucoup de paires de New Rock? Et j'ai malheureusement pas eu de paire de New Rock. Mes parents voulaient pas. J'ai eu les Buffalo, les Doc, les Rangers. Voilà, c'était la limite. Et puis beaucoup d'épingles à nourrice. Et des cheveux qui ont pris cher assez vite dans les décos et tout ça, quoi. Donc, ouais, ça dénotait un peu. Ok. Alors, y a-t-il un point commun à tous tes amis? Alors ça, c'est... Je vais pas dire tous, mais alors c'est un truc qui m'épate chaque jour, quasiment. Je crois pas du tout en l'astrologie, enfin en tout cas je m'y intéresse pas spécialement, mais il faut dire qu'il y a un tiers, voire la moitié de mes amis ou des gens que je connais, ou Adrien, un ex également, sont scorpions. Mais juste il y a que des scorpions dans mon entourage. Dès que je vais dès que je vais me dire mais c'est trop marrant, je m'entends bien avec cette personne, je sais qu'on va devenir amis, puis j'apprends son signe astrologique et ça rate pas, c'est Scorpion, quoi. Ok. Et là encore récemment, je reprenais contact avec une amie que j'avais connue aux Beaux-Arts, puis j'avais zappé son anniversaire, je vois que c'est là et voilà, ça me suit. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais beaucoup de tes amis sont Scorpions. Ouais, vraiment énormément. Voilà. Mais à côté de ça, l'astrologie est pas... c'est vraiment, c'est le seul truc où je me dis, bon, il y a quand même un truc, quoi. Mais après, je vois pas trop de redondance avec d'autres signes où je vais pas te dire, c'est super calme parce que t'es vierge ou quoi. Ouais. Et en plus, c'est des scorpions qui n'ont pas forcément de points en commun, hein, donc, qui sont des caractères très différents, mais voilà, ils sont là, ils sont autour de moi tout le temps. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu dans ta vie? Ou de ta vie? C'est terrible, mais je pense que je ferais à peu près la même chose. Parce que c'est une passion à la base, hein, de toute façon. Voilà. Bon, c'est... je préfère quand même être payé, parce que les gens ils font de toute façon c'est ta passion, donc bon. Voilà. Mais non, je pense que j'aurais besoin de faire la même chose. Si après, je pense que je voyagerais plus. Et que je me stresserais pas pour rendre certains projets ou quoi, mais je ferais la même chose, j'explorerais juste un peu plus, je pense, certains supports. Et puis peut-être t'accepterais moins de projets pour faire des trucs plus perso. Oui, voilà. Ouais, ça oui, c'est sûr. Ouais. Parce que vous avez encore le temps, je poserai la question à Adrien quand il sera là, mais t'as encore le temps de bosser sur des trucs qui ne viennent ni d'un groupe, ni d'une maison d'édition, ni des trucs purement personnels? Justement, oui, pas trop depuis quelques années là, donc ça se limite au carnet de croquis pour l'instant. Des fois, c'est un peu frustrant, mais je sais que le moment viendra, et puis après des projets de commandes différents aussi continuent de nourrir aussi ce que tu as envie de faire par la suite, quoi. Donc mais oui, c'est sûr que il y a des supports que j'ai envie d'essayer depuis des années et j'ai pas encore pu prendre le temps en fait de le faire. J'aimerais beaucoup faire un peu plus de broderie, de la vraie gravure sur plaque aussi. Même des choses en 3D, autant en sculpture que... Enfin, j'aimerais essayer plein de choses. Mais, en sculpture qu'en animation. Oui, voilà, que sur ordi, quoi. Mais, oui, d'accord, pardon. Les deux, quoi. Je pensais, quand tu disais sculpture, je pensais sculpture en 3D, mais sur ordi, genre modélisation. Oui. Mais d'accord, non, sculpture aussi, plastique. Ouais. Ok. Mais ouais. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? C'est compliqué parce que j'accepte super mal les compliments. Je les minimise tout le temps, ou je vais faire mais non. Donc en fait, je les retiens pas vraiment, je les balaye tout de suite. Je sais pas, le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Oh là là, je sais pas du tout.
Non, c'est plus ceux qui me font le plus plaisir, c'est quand super superficiel, mais quand des gens bien sapés me disent que je suis bien sapée. Ok. Je dis quand je trouve qu'ils sont lookés et que ouais, j'aime bien ce que j'ai fait. C'est parce que voilà, c'est ça me fait plaisir parce que c'est un truc où je sais que des fois j'essaye de faire des efforts dessus. Donc quand c'est remarqué, ça me fait plaisir. Mais après, on me fait des compliments sur mon travail, forcément. Mais ça, par contre, je suis genre... ça va, Mais alors, du coup, recevoir des compliments sur la façon dont tu es habillé par des personnes que tu considères bien habillées, il y a un petit côté reconnaissance par les pairs. Est-ce que, justement, dans l'illustration, tu as aussi eu des compliments par des pairs ou des gens qui étaient là depuis avant toi, qui t'ont marqué? Bien vu, ouais, non, c'est vrai que oui, il y a quelques compliments d'illustrateurs qui restent, oui, effectivement, et des fois tu y penses, tu fais bon, ça a quand même parlé à des gens qu'on admire. Oui, ça fait plaisir. Ça encourage, mais ouais, c'est comment dire, le degré d'exigence qu'on a. Enfin, pour moi, en tout cas, je me dis c'est bien. Maintenant, il faut en rester digne, quoi. Donc, je pense de temps en temps, mais ouais. Okay. Mais, ouais. Et du coup, tu saurais nous dire quels sont les illustrateurs qui t'ont le plus marqué, influencé, inspiré, illustrateurs et illustratrices d'ailleurs, qui t'ont le plus marqué, qui t'ont poussé vers ce que tu fais maintenant? Alors moi, un que j'adore, c'est Karmazid. Ok, je vois pas du tout. Il est allemand. Il fait des choses très noir et blanc, très contrastées. Métal aussi, pas mal de pochettes métal. Après, pas mal de tatoueurs aussi. Il y avait Maxime Bouchy, qui est un tatoueur suisse, qui, enfin, je sais pas, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était vraiment très très chouette. Et de nulle part, on se disait qu'on évoluait vraiment dans des mondes assez différents, et en fait, de nulle part, il est venu nous voir pour nous dire qu'il aimait beaucoup ce qu'on faisait. Ok. Et après, dans les illustrateurs que j'aime vraiment beaucoup, c'est dommage parce qu'il y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Et je suis très nulle en nom. Mais c'est plus les potes maintenant que je suis vraiment énormément, quoi. Que j'admire beaucoup, tous ceux qui sont vraiment entre le tatou et l'illus. Je pense à Nicolas Combe, Sin Pighead, Paul Mgalai, que tu connais peut-être. À peine. Evelon aussi. C'est vraiment plus ça qui me nourrit en ce moment. Okay. Comment on peut suivre l'évolution des gens, et comment c'est inspirant qu'ils arrivent à se renouveler, à évoluer et tout. C'est vraiment un truc qui me porte bien, quoi. Si tu ne devais garder qu'un seul sens, donc entre le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût, lequel serait-ce ? Je serais tentée de dire la vue pour voir encore de belles choses, mais en fait, je pense que non, ce serait l'ouïe quand même, quoi, vraiment. Ouais. Je pense que c'est vraiment... c'est par là que passe beaucoup d'émotions. Bon, forcément, la musique, mais la voix, pouvoir échanger avec les personnes... entendre les bruits des environnements différents. Je pense que si tu
j'aurais encore les souvenirs visuels de pas mal de choses si je le perdais maintenant. Oui, en soi. Bon, le goût, ça me ferait un peu chier parce que j'adore quand même. J'adore la bonne nourriture, mais ouais, non, Louis, vraiment, ouais, ce serait celui qui me serait le plus utile. Ouais. Qui te manquerait le plus s'il venait à disparaître. J'imagine que toi. Non, moi, c'est le toucher. Ah ouais. Ouais. Mais je considère que par le toucher, tu peux communiquer, tu peux entendre par le toucher, tu peux ressentir en fait les sons via le toucher, et je trouve que ça reste le sens qui est quand même le plus utile, même si on s'en rend pas forcément compte, pour se débrouiller dans la vie, enfin pour avancer dans la vie. Je trouve que vraiment tu vois, je pense que si je garde Louis, mais que j'ai plus le toucher, je peux plus jouer de la guitare parce que je sais plus comment, même si je peux quand même l'attraper et faire les mouvements. Je pense que beaucoup de savoir si le mouvement tu l'exécutes bien passe par le toucher. Alors que je pense que sans Louis, mais avec le toucher, je peux quand même me démerder pour jouer de la guitare ou après, j'allais dire, avec le toucher, je peux continuer à cuisiner. Quel est l'intérêt de cuisiner si j'ai plus le goût? Bon, c'est vrai que c'est assez limité. Hein. Je peux cuisiner pour les autres. Je peux oui, voilà, je peux cuisiner pour les autres. Mais ouais, non, c'est le toucher. Je pense que... Ouais. T'as déjà essayé de jouer en te bouchant complètement les oreilles? J'ai jamais essayé de jouer en me bouchant complètement les oreilles. C'est pas bête. Faudrait que je tente. Mais ouais, non, je pense que le toucher reste le plus utile. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que personne ne m'a jamais répondu l'odorat, ce qui montre à quel point ce sens est flingué chez l'homme. Mais ouais, quoi, en même temps, à quoi ça sert à part si t'as marché dans... Oui. Et puis j'ai l'impression que même c'était extrêmement pénible et dur à vivre pour les personnes qui en ont été privées avec le Covid, mais qu'en soi, ça alternait pas non plus énormément de choses dans leur vie. Alors je pense qu'effectivement, la vue, l'ouïe ou le toucher, ça doit bien te... Bah ouais, voilà, il y a plus de choses qui reposent dessus quand même, je pense. Alors je pense que je connais la réponse à cette question. Tu vas me dire... Enfin, je vais voir. Si tu pouvais te réincarner dans un animal. Alors, je pense que tu penses au requin. Oui. Ouais, ça peut être cool après, parce que oui, j'adore les requins. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est la meilleure vie? Je sais pas. Tiens. Je sais pas. Je pense pas que ce soit le méga fun de vivre dans les océans actuellement. C'est vrai. Je pense que j'ai pas envie de finir sur un rafio avec la nageoire coupée. Mm-hmm. Donc peut-être miser sur un animal un peu plus pépax. Je sais pas. Ouais, puis les chats c'est cool, mais bon, c'est un peu aléatoire aussi parce que ça dépend où tu tombes. Ouais, mais t'as quand même plus de chances de te retrouver vraiment, vraiment au sommet de la chaîne alimentaire en étant un chat. Donc, ouais. Je pense à un petit oiseau dans la forêt amazonienne, bon, même si c'est pas non plus l'endroit le plus calme. En termes de sécurité, c'est pas... Ouais, bon, c'était un oiseau qui est un peu haut dans les branches et tout. Tu vois la forêt en permanence. T'es là à chercher tes moustiques. Si t'es assez haut, bon, t'as peut-être 2-3 serpents qui t'emmerdent, mais... mais voilà, okay. Ouais, ça a l'air sympa. L'oiseau dans les arbres. L'oiseau tropical, ouais. Un oiseau tropical. Alors du coup, tu disais que t'aimais beaucoup les requins, et c'est vrai que ton pseudo sur Twitter évoque les requins. Mais t'as un requin préféré? Le requin baleine, ouais. Le requin baleine, c'est magnifique. Et puis il y a ce requin, je sais plus comment il s'appelle, qui vit en solitaire vers le pôle Nord, enfin dans les eaux très très froides, qui vit plus d'une centaine d'années, qui est complètement aveugle et qui est juste là, qui est juste énorme et là. Oui, alors non, c'est pas le requin lutin. Non. Qui lui aussi est assez solitaire. Ouais. Lui aussi peut vivre très très longtemps. Mais je crois que je vois. J'ai pas le nom non plus qui me revient.
Je sais chercherai. plus, je vais pas dire le requin ermite, mais ça doit être un truc un peu dans le genre, ils ont dû l'appeler. Et puis non, les requins mako aussi, parce qu'ils sont trop mignons, quoi. Alors, c'est ceux qui sont pas très gros et qui ont des très gros yeux, qui sont fins, là. Ils sont trop mignons, voilà. Mais je les aime tous, hein, les requins, si vous m'écoutez. Je vous aime tous. Oui, fais attention, j'ai une grosse communauté de requins parmi mes auditeurs et auditrices, donc il s'agirait de pas les froisser quand même. Alors, si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, lequel des deux choisirais-tu ? Bah, je dirais l'esprit, quand même, parce que bon... Je pense que j'ai envie d'apprendre en permanence dans la vie, en fait, et donc autant profiter jusqu'au plus tard possible pour découvrir des choses. Après, c'est vrai que l'âge avançant, tu te sens que tu dégrades un peu vite, quoi. Mais bon, voilà, je pense que non, l'esprit, quoi. Ouais. Puis voilà. Maintenant, pouvoir lire, pouvoir observer des choses, pouvoir expérimenter des choses, vachement plus avec l'esprit, je pense. Ouais. Parce que c'est un truc que tu penses pouvoir perdre à un moment ? L'esprit ? Ouais. Bah, on sait jamais. Hein. Oui, toi. Tu sais, ouais. Ouais. Non, je pense. Enfin. Oui, ça peut arriver. Après, j'ai pas. Ma famille, ils sont tous restés en, je crois, assez bonne santé jusqu'à un certain âge. Mais oui, ça peut arriver. Je sais pas. Toi, tu. Non, c'est vrai que moi j'ai tendance à répondre le corps, parce que je me dis le corps c'est sûr qu'il va se désagréger, alors que l'esprit, on a vu des gens de 90 ans qui étaient encore très très fins, très curieux, genre de choses. Ouais. Donc c'est un peu un coup de poker, mais moi je joue le coup de poker. Je me dis vas-y, on va partir sur le corps parce que en misant que l'esprit de toute façon. On n'a jamais vu de quelqu'un de 90 ans avoir le corps de quelqu'un de 30 ans. Par contre, des gens avec l'esprit de 30 ans, très tactique. Waouh. Toujours. Ouais, bien joué. Penses-tu être de bons conseils ? Oui, je pense. Je pense que je pense que j'arrive à. Enfin, pour moi, être pas de bons conseils, c'est peut-être trop miser sur son expérience personnelle en pensant pas aux expériences de la personne à qui tu vas donner un conseil, et donc lui dire non, fais pas ça parce que pour moi ça s'est super mal passé, ou quelque chose que tu trouves vraiment nul, dire oui, non, tu serais idiot, quoi. Mais oui, enfin, juste partir du principe que les expériences de chacun sont différentes, et du coup, je pense que oui, j'essaie de plus le faire en fonction de ce que la personne me dit. Donc, je me dis que ça doit, voilà. Après, je sais pas. Hein, le problème, c'est que faut voir si le conseil a aidé, quoi. Bon, je sais que certains ont aidé, donc c'est déjà ça. Voilà, j'ai pas suivi, j'ai pas traqué tous mes conseils, quoi. Mais ouais, il y a 2-3 trucs que j'ai dit à des gens, ça les a aidés, donc ça fait plaisir. Voilà. Ok. Tu t'es pas fait de tableau Excel pour suivre l'évolution de tes... Mais BA. C'est ça. Alors, j'aime bien celle-ci, elle sort pas souvent. Quel titre donnerais-tu à ton autobiographie ? Waouh, c'est méga dur. Je sais pas, je mettrais mon arrobase Twitter. Comme ça. Comme ça, les gens ils diront bah oui, c'est son autobiographie. Non, je sais pas, un truc plus solennel, je sais pas en fait. Non, je pense pas. Justement, je mettrais pas un truc trop élaboré. Après, est-ce qu'il faudrait quoi, un résumé ? Sinon, j'en sais rien. Non, vraiment. En gros, c'est un peu quelle épitaphe tu donnerais de ton vivant, en fait.
Bah ouais, mais bon, ça dépend quand est-ce que tu l'écris aussi. Non, je sais pas, j'aurais pas de résumé. Tu vois. Si je mourais maintenant, là, je sais pas ce que j'écrirais sur ma tombe, quoi. Enfin, c'est un peu... Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est une autre façon de le formuler, effectivement. Ouais. Non, j'ai pas de moto ou de conclusion, quoi. Okay. Si, quand même. Non, il y a une phrase que j'adore. D'ailleurs, c'est le seul t-shirt à texte. Enfin, je dis t-shirt parce qu'on va le faire en t-shirt, mais on l'a fait qu'en tote bag pour l'instant. C'est une phrase. Bon, c'est pas du tout eux qui l'ont à la base. Je sais plus c'est qui, c'est un poète, mais c'est le groupe Scooter. Alors, Scooter, le groupe allemand de techno, de rave, ouais. Très bien. Qui à un moment dans un morceau, le chanteur avec sa magnifique voix, H.P. Baxter, incroyable homme, dit... Ses magnifiques cheveux aussi. Oui, un look indémodable. Qui dit It's nice to be important, but it's more important to be nice. Oh. Bon, en plus, il le dit avec ça oui, incroyable. Ouais, avec son côté très fédérateur. Ouais. Vous avez déjà bossé pour Scooter? Non, alors je sais pas, bizarrement, je sais pas si nos univers se mêleraient tant que ça, tu vois. Je sais pas, on peut toujours demander. On a bien réussi à travailler pour Rammstein. Hein, oui. Puis il a eu un membre de Venom comme guitariste de session. Hein, sérieux? Donc, ouais. Je savais pas. Je l'ai appris grâce à la vidéo de Maxwell sur Venom. Ah, incroyable. Je crois que le guitariste fondateur de Venom a ensuite été guitariste live de Scooter. Donc, mais non. Peut-être qu'il serait... Waouh, si ça se trouve, oui, je sais pas. Après, c'est un homme très mystérieux, on connaît assez peu de choses de sa vie, hein, oui. Au leader de Scooter. Peut-être qu'il est passionné de métal aussi. C'est un Allemand. Donc oui, en même temps. Les chances ouais, sont des chances. Oui. plus élevées que s'il était... Ouais. Mais ok, bah ouais, c'est bien ça. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Ouais. Très bien. Et, voilà, on s'est dit, allez, on le sort en merch pour nous, okay. Et on se dit, il n'y a personne qui va lancer notre blague à la con. Puis en fait, non, je crois que ça me fait plaisir. Oui. Okay. Les gens s'y retrouvent un peu. Et donc, va bientôt y avoir le t-shirt. Ouais. Est-ce que tu as une phobie? Très lambda, mais enfin, je l'avais pas vraiment avant, et de plus en plus, j'ai le vertige, en fait. Ok. Alors, je sais pas, je vais pas demander, est-ce que avec l'âge, les gens ont plus un truc qui augmente, comme ça, en phobie, mais ouais, de plus en plus. Alors, je sais pas aussi, peut-être si tu focalises sur un truc, en fait, ça va s'amplifier, ou je sais pas, mais des escaliers, ça peut me faire trembler les jambes de plus en plus. Avion, zéro problème. Mais si je suis au bord de la mer, une falaise, je vais rester à 4 mètres du bord. Vraiment pas serein par rapport à ça, quoi. Ce qui est un peu... Enfin, j'aimerais bien lutter contre ça, quoi, mais en fait, je sais pas trop comment faire. Du coup, j'ai prévu que je vais essayer de me faire un saut en parachute bientôt. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est pas pareil. C'est pas lié au vertige, parce que pareil, je souffre pas mal de vertige. Dans le sens que pareil, la falaise, faut soit que je me tienne assez loin, soit aussi, parce que j'ai aussi l'appel du vide en fait quand je suis au bord de la falaise, qui est très. Mais par contre, j'ai aucun problème avec l'avion, et je crois que c'est commun à toutes les personnes qui ont le vertige en fait. Ce qui crée le vertige, c'est le fait d'être lié au sol, en fait. Donc, enfin, je t'invite à faire du saut à parachute si t'as envie d'en faire, mais je suis pas sûr que ça aide avec le vertige. Non, même si ça m'aide pas, j'ai envie de le faire, mais c'est vrai que je pense pas que ce serait plus... Du saut à l'élastique, du deltaplane, déjà, ça... Ouais, je dirais les espèces de ponts suspendus aussi. Où t'as juste les deux cordes de chaque côté. Bon, après ça, faut le tenter, mais oui, avant, j'ai fait un peu d'escalade en montagne et tout, quoi, et aucun souci. Et puis en fait, crescendo...
Je sais pas. Toi, ça a toujours été ou Bah ouais, moi ça a toujours été là. Et alors c'est marrant, j'ai découvert l'escalade il y a 4-5 ans maintenant. J'en fais pas très régulièrement, je dois en faire 2 à 3 fois dans l'année. Et pour le coup, l'escalade m'a un peu aidé à calmer ça. Mais après, je fais du bloc, quoi. J'ai jamais fait de grosses voies, j'ai jamais été harnaché. Je fais que des trucs où je monte à 6 mètres maximum. Mais t'en fais en extérieur aussi. Ah non, je fais que en salle. D'accord. J'ai encore jamais fait en extérieur. Ok. Ouais, c'est peut-être là aussi où tu peux voir si ça t'apporte quelque chose. Ouais. Sûrement, ouais. Bonne. Faudrait que je tente du coup l'escalade en extérieur. Alors, comment gères-tu les conflits? Mal. Ok. Ouais, je les évite au max en fait, quoi. Et du coup, je pense que je les évite tellement que si j'en arrive au conflit, je vais être pas du tout posé, pas agressif non plus, mais un peu cash, quoi. Ou sur la défensive, quoi. Donc j'y travaille, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas bien d'éviter les conflits quand même, en fait. C'est pas terrible sur le long terme. Faut gérer, faut ouvrir le robinet lentement et voilà. Donc ouais, non, j'évite les conflits. Je suis plus du genre à ghoster, ce qui est pas bien. Okay. Ah oui. Bah, ce qui effectivement peut aggraver le conflit jusqu'au moment où il est inévitable. Voilà. Donc, sauf si la personne en face ghost aussi. Voilà, oui. Non, c'est bon. 2 petits fantômes, salut. C'est bon. Mais ouais, non. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? Pas facile. Du coup, oui, je pense qu'on peut dire. Voilà, du coup, je peux dire que oui, je suis une personne transgenre, transmasque, non binaire, on va dire, mais j'ai eu besoin d'entamer une transition médicale, donc prise de testostérone. Donc, il y avait un corps avec lequel j'étais pas spécialement à l'aise avant. Et puis maintenant, il y a un corps que j'apprends à apprécier et à m'approprier aussi. Donc, il y a des choses que je suis contente d'avoir maintenant, mais bon, par exemple, j'ai fait une mammectomie, donc je me suis fait enlever la poitrine, et je suis trop content en fait, voilà. Mais du coup, c'est moi, c'est comme ça que je me reconnais, mais c'est aussi parce que c'est d'avoir ce plaisir d'avoir le corps qui me convient intérieurement. Donc c'est un mélange de oui, je trouve ça beau, mais c'est aussi une fierté d'avoir réussi à passer ce pas, d'avoir été jusqu'à l'opération et de savoir que voilà, c'était comme ça que je serais bien. Donc ça pourrait être mon torse. Ok. Après, je dirais mon cou aussi, mais ouais, mon cou parce que j'aime beaucoup les tatouages. Ouais, non, c'est voilà. c'est une très bonne raison d'aimer une partie. Si t'as fait des beaux tatouages et que tu les aimes, ouais, c'est aussi pour bien. ça. C'est bien, ils sont mis en valeur, ça fait de la pub pour les tatoueurs, ça me fait plaisir. Alors, de quoi es-tu le plus fier? Fortifem, voilà. Oui, il y a pas à hésiter en fait. Juste
Ça fait 10 ans. On arrive toujours à en vivre. On a dû pas mal se serrer les coudes avec Adrien pour que ça puisse durer et pour que ça puisse évoluer. En fait, j'aurais jamais imaginé. Enfin, je dessine depuis que je suis gamin, mais jamais j'aurais imaginé que pendant 10 ans, et on continue de compter, j'espère longtemps, j'aurais jamais imaginé que je pourrais, juste, ok, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je dessine. C'est waouh, quoi. Enfin, voilà. C'est incroyable, quoi. Genre. Et puis, tous les gens qu'on a rencontrés par rapport à ça, toutes les expériences que ça nous a offert, c'est juste, enfin, ça a été, ça a changé ma vie à 100%, et c'est vraiment, enfin, c'est juste trop chouette, quoi. Genre. Ok. Ouais. Vous avez fait quelque chose pour les 10 ans? Non. Non, on était en plein dans un... Attends, c'était l'an dernier. Ouais. Oui, non, on était... on a sorti là... Enfin, il est sorti en octobre chez Hachette un tarot sur le métal. Et on était complètement sous l'eau à ce moment-là. Okay. En fait, on était dans des délais vraiment infernaux. Moi, je déménageais en plus en même temps. Okay. C'était pas possible. Ouais. On fera, écoute, on pourra peut-être faire les 15 ans. Oui. Voilà. Espérons. Et oui, c'est vrai que je t'ai pas posé cette question en introduction, mais depuis quel âge tu dessines? À quel âge tu as commencé à dessiner? Je crois vraiment assez tôt. Je pourrais pas te dire vraiment, mais je sais que en fait mes parents ont très vite remarqué que je dessinais. Ok. Et ils m'ont mis vraiment merci. Ils m'ont mis des cours d'aquarelle à 7 ans. En fait, ça m'a vraiment ça m'a pu lâcher après, quoi. Enfin, ils ont vraiment eu cette envie d'encourager, quoi, et voilà, après c'était parti, quoi. C'était vraiment ça a été très vite mon moyen d'expression. Oui, puis j'ai pas arrêté, quoi. Alors, je pense que cette question, on y a déjà répondu, parce que c'est sais-tu bien mentir et le fais-tu souvent? Donc le fais-tu souvent, on y a répondu, et sais-tu bien mentir? Ouais. En plus, je sais pas très bien mentir, parce que je sais que je fais un truc qui me déplaît. Je pense que j'ai déjà menti. Bien sûr. Mais c'est trop grillé tout de suite, en plus. Ouais. Non. C'était, la dernière fois que j'ai menti, c'était vraiment ridicule. Ok. Alors, est-ce que tu as des règles de conduite que tu appliques à ta vie? Des règles de conduite. Pas vraiment. Hein. Ouais, non. Ne pas mentir. C'est une règle de conduite. Ouais. Non, pas implicitement, quoi. Je suis un peu dur avec moi-même. Donc j'imagine qu'il y a des règles de conduite, mais en même temps, je suis assez excessif aussi. Donc en fait, les règles que je me mets, finalement, non, j'ai plus. J'aimerais bien m'en mettre plus, en fait, quoi. Ok. Ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je sais pas, le truc classique, faire un peu plus de sport, manger sainement, machin et tout. Mais non, après, juste. Non, les règles. Je sais pas, toujours. Dans le travail, par exemple, on veut vraiment absolument traiter n'importe quel client de la même façon et y mettre la même assiduité. Ça, c'est une règle, c'est vraiment formé dans le travail.
Petit gros groupe, petit projet, pour Parlor ou pour Slipknot. Oui, voilà, ouais. Vraiment, juste si on accepte un projet, on y mettra la même énergie, point, quoi. Et après, toujours, si t'as possibilité d'aider les autres, ben en fait, essaye de le faire, quoi. Voilà. Mais je sais pas, je pense que c'est des choses juste. Ouais, non, quand même, ça reste des règles de conduite. Ouais, je sais pas si c'est des règles, quoi. Oui. Tu vois. Genre, je sais pas. T'as des règles de conduite? Pareil, est-ce qu'elles sont aussi. Ouais, je sais pas, de toujours faire en sorte, et je dis pas que je réussis à chaque fois, hein, mais de toujours faire en sorte d'être bienveillant, je pense. Dans le genre. Ouais. Mais il y a encore plein de fois où j'y arrive, enfin, où je le suis pas et où je peux. Mais d'essayer de l'être le plus, chaque fois le plus possible. Je pense que. Et ouais, j'aime bien me dire ce truc que si je commence à me dire que je suis une bonne personne, c'est que c'est foutu, je le suis plus. Donc toujours, ouais, je pense que ma règle de conduite, c'est de toujours faire en sorte d'être une bonne personne, mais de pas considérer que je le suis. Oui. Je pense que c'est. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas de. Ouais. Bah c'est après, ouais. Enfin, genre, oui. Vouloir diffuser le mieux. Bon, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais, mais en même temps, si c'est des règles, enfin, ça, c'est limite, enfin, c'est pas inconscient, mais enfin, imagine si t'as vraiment besoin de te dire, ma règle de conduite, c'est que je vais être comme ça veut dire que t'es une mauvaise personne. Peut-être aussi, ouais. Parce que dans règle, pour moi, il y a le côté de se forcer un peu. Ouais, non. Donc bon, oui, après il y a des situations où effectivement ça te demande peut-être un effort d'être bienveillant, mais en même temps c'est pas non plus genre ah non, j'aimerais être détestable, tu vois, je sais pas. Non, et puis peut-être pareil sur aléatoire, je me fixe comme règle de pas inviter des gens avec qui j'aurais pas envie de discuter, en fait. Même si ça peut me rapporter des auditeurs et des auditrices et que ça peut me rapporter de la visibilité, si j'ai pas envie d'avoir une discussion avec cette personne, non. Bah mince, alors j'allais te proposer Marceau pour... Oui, bah non, en fait, par exemple. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi, de pas... Ouais. Pas filer le micro à des gens avec qui je suis... Enfin, avec des gens avec qui je suis pas d'accord, si, évidemment, mais avec qui enfin, si je considère que les idées sont dangereuses pour la vie d'autres personnes, bah non, tout simplement. Oui, en fait. oui, pas filer de tribune, ouais, c'est ça. Oui, bah après, enfin nous c'est pareil. Et même, tu vois, c'est aussi parce que je pense que je ne serais pas capable de les affronter, en fait. Que j'aurais dû, je n'aurais, même si c'est mon truc, même si c'est mon espace, je n'arriverais pas à les couper, à leur dire tu dis de la merde, ce genre de choses. Donc voilà, je préfère. Tu t'es déjà retrouvé à devoir. Non, mais je sais. Oui, je sais comment je suis à ce niveau-là et j'y arriverais pas. Enfin, ou alors je serais très maladroit ou je serais très. Je pense qu'il y aurait En plus, j'ai une réaction à la violence qui a un peu tendance à me paralyser et à m'affaiblir, en fait. Et je pense que j'aurais pas la force nécessaire pour prendre le dessus, en fait. Hein. Ça reste un affrontement et donc prendre le dessus sur la personne en face de moi. Donc voilà, mais ça m'est encore jamais arrivé, hein, même dans les propositions, qu'on me dise tu pourrais interviewer telle personne. Et je suis ça m'est j'ai encore jamais eu l'occasion, mais je sais que ça n'arrivera pas et que. Oui. Parce que c'est une autre mécanique aussi. Quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, je suis là pour faire de la conversation, quoi, pas du débat. Oui, voilà. Et il y a des gens qui le font. Non, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui le fait très bien. Il n'y a pas grand monde qui le fait et pas grand monde qui le fait très bien. Donc peut-être que si je prends du courage et ce genre de choses, je lancerai un nouveau programme là-dessus. Mais oui, c'est pas tout de suite. Mais ouais, tenter d'être une bonne personne, c'est... Est-ce que tu demandes facilement de l'aide ? Non.
Voilà. Non, j'apprends. C'est un truc que j'essaie d'apprendre, effectivement. Est-ce que... Je sais pas. Bon... Séance de psy. Oui, ça fait souvent, ça y est. Ouais, oui, je suis enfant unique. Mes parents étaient pas hyper présents. J'étais un peu... j'avais pas beaucoup d'amis et tout. Donc, en fait... bon, il y en a qui auraient sûrement réagi différemment, mais moi, je me suis dit, en fait, du coup, voilà, je me débrouille tout seul. Et j'ai pris le pli, en fait. Et du coup, plus tu prends le pli, plus c'est difficile... de sortir de cette mécanique et de dire coucou, est-ce que tu pourrais m'aider donc je le fais pas assez et je dis vraiment assez parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en fait dans les liens humains que de demander de l'aide. C'est pas une marque de pas savoir se débrouiller tout seul justement quoi. Ça, c'est comme ça aussi qu'on crée des liens et c'est comme ça qu'on sait que l'autre personne peut également compter sur toi par la suite. Je suis ok pour donner, pourtant je donne volontiers de l'aide, mais c'est vrai que solliciter en fait, c'est encore un truc que j'essaye d'apprendre quoi. Ouais. Et même avec Adrien, qui est étant ton partner in crime depuis 11 ans, peut-être que c'est plus facile, non ? Oui. Ouais, de ce côté-là, ouais, bien sûr. Non, oui, avec Adrien, évidemment. Enfin, ouais, mais justement, oui, du coup... ça me sert aussi justement de voir le lien de confiance et enfin ce lien énorme qu'on a entre, c'est vrai que ça m'aide aussi du coup à voir que ça peut être simple juste avec d'autres gens, mais c'est vrai que ouais. As-tu déjà fait un rêve dont tu te rappelles des années plus tard ? Ouais, parce que je me souviens assez bien de mes rêves. Celui qui m'a marqué, il est méga glauque. Vas-y. Enfin, si tu te sens de le raconter, moi. Oui. Non, ça va, il est pas. Mais non, mais c'est genre vraiment, c'est le premier dont je me souviens. Et je devais avoir 7-8 ans. Et j'ai vraiment encore les images dans ma tête et je me dis waouh, des fois on ne sait pas ce qui peut te rester, même un rêve ça peut rester quoi. C'était juste parce que dans la maison où j'étais, j'habitais au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, mes parents en haut. Et donc je rêvais que j'allais les voir et que eux ils sortaient de leur chambre et qu'ils avaient tous les deux leurs têtes coupées. Voilà. Ah ouais. Et ce qui a 7-8 ans doit être assez perturbant quand même. Ouais. Tu te souviens du film que t'avais vu avant de te coucher ou Non, mais après, mes parents, ils me laissaient regarder Canal+. Donc, j'ai vu pas mal de films d'horreur assez tôt aussi. Donc, en fait, ce rêve me choquait pas trop, mais c'est juste... Enfin, je sais pas après comment j'ai réagi au moment, mais... je sais qu'assez vite, c'était juste... c'est bizarre quand même de rêver de ça et de s'en souvenir, quoi. Et donc, du coup, ouais, je m'en souviens encore maintenant, quoi. Genre, je sais pas, un jour, je devrais faire un dessin de ça. Ça serait super intéressant comme... travail. Oui, voilà. Genre, non, je sais pas. Ouais, non, en fait, genre, je devrais le dessiner. Peut-être que comme ça, je l'oublierais. Ouais. Puis d'en faire un t-shirt pour Fortifem, je suis sûr que tes parents seraient ravis de... Écoute, c'est très glauque, mais ça me plaît presque. Tu le fais sérigraphier par Paul. Oh là là. Je l'aime bien celle-ci, elle sort rarement aussi. Si tu devais reprendre des études, lesquelles seraient-ce ? Beaucoup. Ouais. Je suis pas allée à la fac et plus ça va, plus je me dis mais en fait j'aurais pu apprendre vraiment plein de choses. Bon voilà, après ce que j'ai appris ça m'a au final ça me sert pas mal, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir j'adore les cours théoriques et
si j'avais le temps, je reprendrais clairement des études, quoi. Ouais. Après, sur quel sujet? Est-ce que je reviendrais à l'histoire de l'art ou l'histoire au sens global? C'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Je suis assez passionnée par le Japon. Tout ce qui est soit cinéma ou littérature japonaise. Je sais que il y a quelques écoles à Paris qui ont des cours spécialisés là-dessus. Ça me botte très grave. Mais après, en fait, tu me dis, tu vas pendant 6 mois, 1 an suivre des cours de biologie sans qu'il y ait réellement d'enjeu derrière, parce que du coup, si tu reprends tes études, à moins que tu veuilles faire une reconversion, tu peux aussi juste profiter de ça. Ouais, j'irai avec grand plaisir, quoi, en fait. Mais ouais, vraiment, ouais. Tout ce qui est cours, conférence, j'adore ça, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé, mais il y a une année où j'ai été inscrit au cours du soir de l'école du Louvre en histoire de l'art. Ah ouais. Et c'est vachement bien. Hein. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Et ça couvrait. Alors le problème, c'est que j'ai été inscrit une année. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma première année post-bac a été une catastrophe vu que j'ai voulu faire du droit, comme beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire après le bac. Ça s'est pas bien passé, donc je me suis orienté vers l'histoire de l'art, médiation culturelle. J'ai passé le concours de l'école du Louvre, je ne l'ai pas eu. Mais je me suis dit, je vais tenter la médiation culturelle et au pire, je retenterai le concours de l'école du Louvre. Et ma mère, à ce moment-là, était libre le jeudi après-midi et donc le jeudi en début de soirée. Et elle nous avait inscrits tous les deux au cours du soir de l'histoire du Louvre pour qu'on y aille ensemble. Et donc j'ai pu aller, je crois, aux 6 premiers parce que mon année scolaire commençait genre mi-octobre, un truc dans le genre. Mais en fait très vite j'ai plus pu y aller parce que j'avais des cours qui finissaient trop tard, mais ma mère a continué d'y aller. Et alors, en tout cas on démarrait de vraiment loin, hein. On démarrait genre des peintures rupestres dans les grottes et des sculptures et oui, c'est vrai que quand je m'étais arrêté au bout de 6 semaines, on était déjà à l'Antiquité chinoise, je crois, donc oui, ça avait l'air d'être on assez... était parti pour tout couvrir, c'est ça, quoi. ouais. Ok. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire ? Bah écoute, on va revenir je crois que c'était la première question, hein, de pas avoir de planning, ouais, de pas cadrer, de pas trop cadrer ma vie, pas avoir d'heures de sommeil régulières, d'heures de repas ou quoi. En fait, du coup, c'est juste que c'est super chiant parce que j'arrive pas à faire autant de choses que je voudrais, du coup, parce que ma journée, elle est un petit peu diluée. Il y a des petits chaînons manquants de temps en temps, des heures qui se perdent, tu sais pas où. Et souvent, j'ai envie de faire 2-3 activités en plus et du coup, ça se décale et tu les fais pas, quoi. Ou d'un coup il y a un pote qui te dit tiens, tu veux faire ça, et tu te rends compte que en fait t'as tellement eu des petites journées où c'était pas assez cadré, en fait je vais pas pouvoir venir parce que parce que j'ai pas, voilà, c'est complètement de ma faute, mais j'ai pas le temps, voilà. Et c'est bon, après je crois qu'on comme tu dis, les créatifs travaillent dans l'urgence et tout, enfin je pense que ça c'est aussi un problème que beaucoup de gens ont. Et puis on perd énormément, enfin moi je perds énormément de temps sur internet, quoi. Et c'est vraiment un truc il faut sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Ouais, surtout, je vais penser à un truc tout de suite, je vais le regarder. Bon, alors des fois c'est des trucs intéressants et j'apprends des choses et c'est cool, mais en attendant, ça fait une demi-heure. Et voilà, quoi. Et puis faut pas regarder le temps que t'as passé sur ton téléphone en fin de semaine, parce que sinon tu fais okay, c'est beaucoup. Alors j'ai jamais regardé ça, mais je pense que ce serait un peu ce serait un peu déprimant. Tu peux faire voter n'importe quelle loi, laquelle choisirais-tu ?
La dissolution du gouvernement. Je sais pas, ouais, on se débarrasse de tout ça, c'est bon, quoi. Ouais, du coup, non, après, bon, voilà, dans des lois qui pourraient être utiles aux gens, n'importe quelle loi, bah, forcément, je suis très concernée par tout ce qui est droit LGBT. Je penserais que, bah, juste parce que ça coince la PMA pour vraiment tout le monde, autant toutes les femmes et puis les hommes trans aussi, quoi. Enfin, juste voilà. Ça me paraît déjà bien. Ouais, voilà. Ok. Et alors, la dernière que je tire, je vais en retirer une quand même. Mais pleures-tu facilement? Waouh. Ouais, méga facilement, ouais. Ouais. J'adore pleurer. Ça fait du bien. Oui. Ouais. Ouais, franchement, ça détend. Oui, je pleure. Je me suis retrouvée à pleurer devant des trailers. Tu vois, genre, ah oui. Donc, je me dis, ouais, quand même. C'est ouais. Donc oui. Bah, tu m'as dit, tu m'as dit en arrivant que tu avais commencé à écouter l'épisode avec Camille Laurent. Je sais pas si t'es arrivé au moment où on parle du fait de pleurer et on dit que pleurer c'est vomir des émotions par les yeux. Ah oui, non, oui. Ah, mais t'en avais pas fait le titre? Si, enfin c'est pas un des titres, oui. c'est une des. Oui, mais oui, si, oui. C'est une des. C'est une des punchlines, voilà, exactement, des contenus. Des contenus que j'utilise pour la promotion. Bah ouais. Non, tu peux pleurer pour des choses super belles, quoi. C'est trop bien. Ouais, en fait. ouais. C'est assez chouette de. Est-ce que t'as des trucs aussi que qui sont un peu tes déclencheurs pour pleurer, que tu te gardes au cas où tu sens que t'as envie de pleurer? Ah. Plus. Je sais que oui, si je vais écouter tel morceau, bon bah en fait je vais pleurer. Donc en fait si t'appuies sur play, tu sais que voilà. Je me les garde pas comme ça dans un coin, mais je me dis avant, ok, bah en fait t'as envie d'écouter ça, mais tu sais ce qui va se passer si t'écoutes ça. Donc si t'y vas, bon voilà, tu sais. Très bien. Et du coup, la dernière, tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle? La soirée de mes rêves. Mais c'était Major Arcana, ça. Bonne réponse, ça, de dire je l'ai déjà organisé, Major Arcana. Voilà, question suivante. Bah non, parce que c'était tellement fou. Enfin, je veux dire, je pense pas revivre un truc pareil, même si je m'y attendais pas. Enfin, surtout, c'était vraiment la soirée de ma rêve parce qu'il y aurait tellement eu de façons que ça se passe mal ou pas bien, pas super ou bien, pas voilà, décevant, ou ouais, voilà. Tellement de personnes concernées, tous les groupes étaient contents, tout le monde était content. Super. Après, non, plus pour moi, soirée de mes rêves, c'est tout con. Tu me mets dans un karaoké à Tokyo, et puis on est avec tous les potes que j'aime et puis on finit dans un izakaya ouvert. C'est quoi un izakaya? Les izakaya, c'est les restos. C'est un peu genre, ça te sert des tapas, on va dire. Tu peux commander plein de petits trucs que tu partages. Et souvent c'est un peu tradi. Tu t'assois par terre, c'est très convivial, t'as des très grandes tables, les bières sont pas chères et c'est ouvert toute la nuit, quoi. Donc au final c'est une soirée que j'avais fait avec Alceste quand on s'était croisés au Japon. Enfin, il s'avérait qu'on avait pris nos billets et en fait il jouait à Tokyo ce soir-là. Et en fait il jouait avec Viemo, c'est un groupe japonais, Violent Magic Orchestra, qui sont passés plusieurs fois après. Et il y a pas Mondkopf dans le. Il a fait un projet avec eux. Oui, tout à fait. Il y avait un truc avec Mondkopf, ouais.
Et donc c'était eux qui faisaient un peu, du coup forcément ils sont japonais, ils faisaient leur guide un peu oui, bien sûr. dans Tokyo, et ils voulaient absolument les traîner dans un karaoké. Et bon, il y avait pas mal de membres d'ASS qui étaient plutôt réticents, mais au final on a passé un super moment, moi j'étais trop content, et on a fini dans un izakaya avec des gens complètement mortsous qui dormaient à côté, et nous on était juste là, passer un super moment quoi. Et ouais, c'est simple, passer des moments avec ses potes la nuit, à faire des trucs, ouais, voilà. Attends, mais du coup t'as déjà vécu les 2 soirées de tes rêves. Mais c'est vrai, quoi, j'ai plus rien à faire en fait. C'est vrai. Mais bon, faut les revivre. Ils et elles sont pas nombreux et nombreuses, les invités aléatoires qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Bah après, c'est peut-être aussi qu'ils ont peut-être des choses plus démesurées. C'est ça. Ou des choses vraiment impossibles à réaliser, je sais pas. Ah bah David, c'était assez incroyable comme soirée, son truc. Bah écoute, c'était la dernière que je tirais, mais maintenant tu peux en tirer à ton tour. Oh, intéressant. Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes ? Alors, le plus ancien dans le sens le plus vieux, c'est mon Perfecto, qui date de 75, qui m'a été offert par le meilleur ami de mon père. Quoique, là on est chez moi, on est dans mon salon, et tu le vois peut-être, la table basse est composée par deux boîtes de l'armée suédoise, donc 2 boîtes de transport de matériel médical qu'on avait trouvé avec mon père au Puce de Saint-Ouen il y a quelques années, et j'ai aucune idée en fait de quand est-ce qu'elles datent, donc se trouve elles sont plus anciennes, ça se trouve elles le sont pas. Ouais. C'est dur à dater. C'est ça en plus, c'est que ce truc, tu me dis c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, ou c'était dans les années 90, ok, oui. Je te crois. Oui. Mais donc celui que je sais pour sûr, c'est mon Perfecto. J'ai peut-être quelques vieux livres qui appartenaient à mes parents, qui sont à mes parents, qui doivent être vieux. Peut-être, mais ouais, le Perfecto, c'est vraiment le plus... Oui, et puis où l'ancienneté est significative, c'est ça, aussi. Il n'y a pas que... c'est accompagné d'autres choses, quoi. Donc ouais, c'est mon Perfecto. Et celui que j'ai depuis le plus longtemps, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, c'est un jouet que j'ai depuis que j'ai... Ah bah non, en fait. En vrai, celui que j'ai de plus longtemps, parce que ça... C'est pas la première fois que j'en parle au micro d'Aléatoire, de ce jouet crocodile. Mais je viens de réaliser que c'est pas du tout ça. C'est mon Plume. C'est mon doudou, qui est Plume, l'ours polaire, que j'ai depuis... je crois que c'est quasiment depuis la naissance que je l'ai, en fait. Donc, alors, ce qui est drôle, c'est que j'en ai 2. Oui. Et en fait, je dors toujours avec. Je l'ai toujours dans mon pieu. C'est une anecdote que je trouve assez mignonne. C'est que j'en ai 2, mais j'en ai 2 depuis, je sais pas, depuis que j'ai 23 ou 24 ans, tout dans le genre. Parce qu'à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Et à un moment, en fait, je rentre dans le bureau de ma mère, et je vois qu'il y a Plume sur le canapé du bureau de ma mère. Je me dis, c'est bizarre. J'étais dans ma chambre là, et je l'ai vu. Il était là. Je dis à ma mère, mais c'est quoi le truc ? Elle me dit, ouais, en fait, il y en avait 2 parce que. Alors déjà, quand ma petite sœur a été toute petite, on avait perdu son doudou, et ça a été catastrophe. Ça a été horrible. Et en plus de ça, ça lui permettait d'alterner quand elle les lavait. Bien vu. Et donc, je sais pas lequel des 2 j'ai depuis le plus longtemps. Du coup, maintenant, t'as les 2. Mais maintenant, j'ai les 2. Il y en a un qui est resté chez mes parents et un qui est ici à Saint-Denis. Et ils sont avec du moi. coup en même état. Non, il y en a un qui est un peu plus usé. Donc, il y a des chances. Quel est l'OG Il y a des chances que ce soit lui, l'OG. Et en fait, ça m'a fait me souvenir aussi d'un truc qui était qu'à une époque, j'avais coupé des poils avec des ciseaux, et que parfois je me faisais la réflexion, mais c'est marrant, les poils ils ont repoussé là où et en fait je pense que j'étais non, mais en fait il y en avait 2, donc elle a alterné, donc ouais, ça doit être ça. Celui que j'ai depuis le plus longtemps dans ma vie, c'est Plume. C'est mon Plume, et pas le jouet crocodile, désolé. Je ne vous ai pas menti, hein, j'avais juste oublié. Mais du coup c'est Plume et Plume ou... C'est Plume et Plume. Ah oui, c'est Plume et Plume. D'accord. Et voilà, donc de la série Plume, l'ours polaire. Et toi, t'as des trucs particulièrement vieux dans tes... Le plus vieux, je pense que c'est un livre qu'on m'a offert il y a pas très longtemps,
qui est une belle édition de l'Enfer de Dante, illustrée par Gustave Doré. Et j'ai plus la date en tête, mais oui, il est début 19e. Ah ouais. Donc, enfin, début 19e, non, début 20e. Oui, pardon. Mais début, oui, les années 1900. Et ouais. Ok. Donc, bon, ouais, je pense pas que j'ai plus. Je suis pas très collectionneur, en fait. Enfin, je sais que si c'était un truc vieux, ce serait forcément un livre. Mais ouais, okay. C'est sûr. Je sais pas, ça va peut-être. Le vêtement que tu possèdes et auquel tu tiens le plus, est-ce que du coup. Oui, si, c'est le perfecto. Oui, bon. Je pense que c'est ce perfecto. Et puis non, est-ce que j'y tiens vraiment le plus? C'est mes t-shirts The Devil's Blood, quoi. Mais je les porte comme n'importe quels autres. Il y en a qui ont des trous que je continue de porter. Ça doit me donner une sale dégaine, mais oui, si on peut dire que j'y tiens parce que non pas que j'y ai pris soin, mais je continue de les porter alors qu'ils sont bien abîmés. Mais oui, sinon ça reste le perfecto. Oui. Je tiens le plus. Toi, t'en as qui sont, surtout si t'aimes qu'on te dise que t'es bien habillé, enfin, que t'es stylé. Il y a pas si, il y a une veste que j'avais achetée au Japon justement dans une friperie. Elle suivra le même chemin que tes t-shirts, c'est-à-dire ça pourra s'abîmer. Je sais que je la porterai toujours. Ok. Même quand elle sera bon. Après, il y a des broderies dessus et tout, donc ça va vraiment commencer à être un peu moche, mais je m'en fiche. Non, voilà. Je sais que c'est important. Je sais pas si tu l'as déjà eu du coup. J'imagine une chanson un peu honteuse que tu aimes écouter. Non, je crois que j'ai jamais eu à répondre à celle-ci. Alors, c'est compliqué parce que toi et moi, on le sait en venant du métal et notamment en venant du métal extrême. Il y a des trucs problématiques. Des choses un peu compliquées. C'est ça. Et en fait, les choses que j'ai vraiment honte d'écouter, je n'en parle pas. Parce que c'est des gens dont je ne veux pas faire la promotion. Ah non, mais là, c'est pas un peu honteux. Voilà. C'est genre, on n'a pas envie de faire de la pub. Quoi. C'est exactement ça. Et c'est des trucs où je culpabilise de les écouter. Quand ça m'arrive de les écouter, même si c'est des trucs que je télécharge illégalement pour que le moindre centime ne leur revienne, ça reste des trucs que je culpabilise d'écouter. Ouais. Et à côté de ça, j'avoue que j'en suis un peu revenu de ce truc, le plaisir coupable. Je suis en mode, mais il n'y a pas à être coupable d'avoir un plaisir. Genre moi, mon plaisir coupable, c'est les Spice Girls. Il n'y a pas à être coupable d'écouter les Spice Girls. Non. Tant que... Et à côté de ça, il y a un autre revers de la médaille qui m'énerve, c'est les gens qui font leurs intéressants en disant « Ah oui, mon artiste préféré, c'est un truc un peu random des années 2000 ou des années 90 ou un peu kitsch ou un peu cheap. » Pour être en mode, mais regardez, je suis à la fois ultra éclectique, j'écoute des trucs très pointus, en même temps, mon artiste préféré, c'est un truc ultra mainstream. Tu fais l'intéressant, arrête. Ah ouais, c'est vraiment le reverse intéressant, quoi. Mais si, allez, il y a une chose, j'ai eu un plaisir coupable, dont j'ai déjà parlé à la radio, sur Radio Campus Paris, sur une émission qui était sur les plaisirs coupables. Ok. C'est la chanson Raphaël de Carla Bruni. Oh, ah oui, ok, ouais, bien. Et qui en plus parle de Raphaël Enthoven, donc il y a vraiment un double effet qui se coule sur le côté absolu de cette chanson. Il y a du bagage. Donc voilà, mon plaisir coupable, c'est Raphaël de Carla Bruni. Je sais pas pourquoi j'aime autant. C'est les textes, la mélodie. Du coup, j'invite les gens à cette relation incroyable entre Carla et Raphaël. C'est ça, ouais. J'invite les gens à aller écouter cette émission courte qui avait été faite par mon ami Maureen Lepers sur Radio Campus Paris, qui s'appelait la Hitsal, où j'en parle. Mais j'aime bien la mélodie. En vrai, j'aime bien le premier album de Carla Bruni. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez qui est plutôt chouette, c'est plutôt bien produit. Et c'est vrai que j'aime bien la folk un peu cocon, en règle générale, un peu douce, avec des voix limite chuchotées. Alors évidemment, elle n'est pas du tout au niveau de tout ce qui pourrait être Sibylle Beyer ou Karen Dalton, hein. Je suis absolument pas en train de les comparer, ou même Lassa Del Sella, qui sont des artistes que pour le coup j'écoute sans honte et et que je revendique, mais et je pense qu'il y a aussi le côté dans Raphaël de Carla Bruni, tu sens
que pour elle chante une chanson de cul ultime. Elle chante un truc qui est vraiment qui est à la limite du graveleux pour elle, alors qu'en fait c'est quand même plutôt, c'est tout mignon quoi. J'avais utilisé l'expression cocon concon pour décrire ce morceau. Donc voilà, c'est Raphaël de Carla Bruni, c'est mon plaisir coupable. Ouais, ça coche bien toutes les cases. Ça coche exactement toutes les cases. C'est vraiment le plaisir honteux, je suis d'accord. Parce que toi aussi, t'en as des plaisirs honteux en musique ? Non, parce qu'en fait, j'assume. Enfin, justement, c'est là où, il n'y a pas ce côté où, quand tu l'écoutes, tu sais aussi pourquoi, en fait, ça te fait chier de penser, Carla Bruni maintenant et tout. Enfin, bien beaucoup de bagages. Non, j'ai pas. J'en ai pas un aussi qui répond autant à la demande. Ouais. Tu vois. Mais par contre, non, c'est pas honteux du tout. C'est juste, j'adore écouter de la K-pop. Voilà. Je sais que, en fait, c'est juste des machines de guerre faites juste pour voilà. Oui, si ça marche, en fait, c'est prévu pour. C'est une industrie assez. Voilà. En terrible. plus, en plus, c'est impitoyable avec les groupes qui y participent. Les gens sont juste pas payés et exploités. C'est dégueulasse, quoi. Mais c'est j'accepte de le consommer parce que ça marche. Mélodiquement, ça marche et ça m'accompagne dans des moments de la journée. Voilà, quoi. Plus précis, j'aurais pas, franchement. Je pense que des fois, je me refais spontanément des chansons de l'été de TF1, tu vois. Mais pour je sais pas, tu vois. Les à l'année ou les trucs comme ça, les West, tu sais, vraiment. Pas du tout. Les trucs qui sont arrivés après la Lambada, qui étaient promus sur TF1 pour un été, machin. Accompagnés d'une danse, tu vois. Truc de notre enfance. Des fois, je les écoute juste parce que ça me rappelle quand c'était ce moment-là, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, ça s'arrête là, quoi. Je vois. Très bien. Eh bien, écoute, Jessie, merci encore d'avoir accepté mon invitation, d'être venue pour ton temps et tes réponses. Et comme je t'avais dit, il y a la dernière question qui revient à chaque fois, qui est 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux me mettre en relation et une inaccessible. Ok, oui. Alors, bon, donc on a dit, voilà, pas... mais ça me ferait bien marrer, et je pense que ce serait intéressant de faire une émission avec Franck de Carpenter Brut. Ok. Parce que je pense qu'il serait assez imprévisible par rapport aux questions. Ok. Ce serait très drôle. Ouais, et très intéressant. Très bien. Et puis, il s'exprime pas beaucoup, en fait, aussi. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que ça se fasse. Après, inaccessible. J'ai pas trop réfléchi. Allez, Étienne Dao. Ok. Je sais même pas si c'est inaccessible, en fait. Non, mais inaccessible, j'entends par là que t'as pas de numéro de téléphone, tu peux pas lancer une conversation entre nous trois pour, tu vois. Donc si c'est Étienne Dao, en plus j'ai beaucoup écouté Étienne Dao quand j'étais gamin, donc ça pourrait être. Ça continue d'être très très bien ce qu'il fait en plus. Et puis du coup ça ferait une excuse pour écouter sa voix qui est juste. Oui, c'est ça aussi. Une des voix les plus reposante du monde. Qui est très, c'est vrai que ça ferait un épisode très agréable. Voilà, ça ferait de la ASMR limite. C'est ça, ouais. Bon. Eh ben écoute, on va essayer d'avoir Étienne Dao. Encore une fois, merci. Où est-ce qu'on peut, quel est le meilleur moyen de suivre et de suivre ton travail ? Donc c'est Fortifem, F-O-R-T, oui, bon, attends, TIFM. C'est surtout, on va dire, sur Instagram, un peu sur Twitter aussi. Et puis voilà, moi je suis Sharknato sur Twitter également. C'est là que je suis plus actif. Très bien. Tant que
tant qu'on peut. Oui, tant que Twitter... tant que Twitter est encore pas trop... tant que Twitter existe et pas trop, et pas trop une place toxique, effectivement. Et très bien. Et puis quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez toujours retrouver Aléatoire sur Instagram et sur Twitter. Sur Twitter, il ne se passe rien. Donc allez directement sur Instagram avec le @aléatoire_S et je vous dis au prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.